Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Et l'actualité, ce lundi au Bénin, c'est la rentrée académique 2021-2022. Plusieurs ministres du gouvernement ont fait le tour ce matin de plusieurs établissements de l'Atlantique et du littoral pour se convaincre de la reprise effective des cours. Élections législatives au Canada, les électeurs sont aux urnes pour choisir entre le Premier ministre libéral Justin Trudeau et le conservateur modéré Erin O'Toole. Et puis en interactualité, les États-Unis procèdent depuis plusieurs jours au rapatriement des migrants de son territoire. Bienvenue à toutes et à tous. Une délégation des ministres des trois ordres de l'enseignement conduite par le ministre d'État chargé du plan du développement a effectué une tournée ce matin dans le cadre de la reprise des classes. Cette délégation a visité successivement l'école primaire publique Tangoudo, le complexe scolaire Saint-Georges à Dekoumbé, le lycée Koulibaly de Cotonou. À chaque étape de cette tournée, le ministre de l'enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou, a prodigué des conseils aux apprenants et a insisté sur le respect des gestes barrières. Au thème de la tournée, le chef de la délégation, en la personne du ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, s'est prononcé au micro de Mori Agua. Nous sommes venus, les trois ministres chargés de l'éducation et moi-même, constater l'effectivité de la rentrée. Et effectivement, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons pu constater aussi bien à Calavi qu'à Cotonou que la rentrée est effective. Les élèves sont là. On a vu même des classes relativement pleines. C'est donc avec enthousiasme que beaucoup de jeunes apprenants sont revenus dans leurs établissements scolaires. Nous avons pu, la semaine dernière, avec les syndicats, examiner les conditions de préparation de la rentrée. Et c'est donc une confirmation pour nous de constater que toutes les conditions mises en place par le gouvernement en faveur des apprenants, en faveur des établissements, en faveur des enseignants ont pu permettre cette bonne rentrée. Cette descente est importante. L'année dernière, nous avons eu des résultats spectaculaires et nous voulons nous assurer que ces résultats ne sont pas un feu de paille et qui traduisent les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement en faveur du système scolaire, en faveur de l'éducation dans notre pays. Nous investissons beaucoup dans cette éducation. Le gouvernement a engagé des réformes très importantes, notamment dans la stratégie sur la formation professionnelle et scientifique. Et donc, je viens avec les ministres constater que tout ça est en train de prendre corps et que nous allons probablement, en tout cas nous l'espérons, avoir à la fin de cette année scolaire des résultats aussi bons que l'année dernière. Et à la veille de cette rentrée académique, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a exhorté les acteurs du système éducatif à une conscience professionnelle. Il a rappelé les dispositions prises par le gouvernement pour la réussite de l'année scolaire avant de leur souhaiter une bonne rentrée. Suivez ici un extrait de ses propos. À mes chères enseignantes et enseignants, je sais d'ores et déjà, comme par le passé, compter sur votre abnégation et votre souci permanent de développer les compétences et surtout de comprendre que le temps scolaire n'est pas une denrée sur laquelle on agirait à volonté sans porter un coup néfaste à la qualité du processus enseignement, apprentissage, évaluation. Je vous exhorte donc à continuer de jouer votre rôle combien prépondérant pour que les nombreux investissements que le gouvernement du président Patrice Talon fait dans l'éducation comblent les attentes de tous. À vous, chers petits-enfants de nos écoles maternelles, chers écoliers et écolières, et chers élèves, pendant toute l'année scolaire qui démarre demain, soyez obéissants, ponctuels, assidus et travailleurs.
pour que votre droit à l'éducation soit une source de motivation pour vos enseignants, afin de leur permettre de dérouler correctement toutes les activités pédagogiques. Ainsi, ils vous feront acquérir le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir. À vous, partenaires techniques et financiers de l'éducation, par ma voix, recevez les remerciements du gouvernement pour les appuis sans cesse renouvelés que vous apportez à notre pays dans l'atteinte d'une éducation universelle de qualité. Je puis vous rassurer de notre engagement au renforcement de nos liens. Les précieuses contributions que vous apportez ont permis de redorer le blason du système éducatif et ont permis d'atteindre certaines cibles. Les autres ministres chargés de l'éducation et moi-même veilleront chacun, en ce qui le concerne, à poursuivre ensemble le partenariat pour que les autres défis soient relevés au grand bonheur de la communauté scolaire. Le 23 mai dernier, le chef de l'État Patrice Talon accédait au pouvoir pour son second mandat. Après 100 jours de gestion du pays, le porte-parole du gouvernement a fait le bilan il y a quelques jours. Un bilan apprécié par quelques citoyens. Ils sont au micro de Docas Awangan. Moi, je pense que tel que le président l'a dit, il a bien commencé. Et je vais donner pour exemple la surprise qui a été faite hier à ceux qui ont été délogés des sites en cours de réhabilitation le long de la route des pêches. Il y en a qui ont reçu 5 millions avec une parcelle, d'autres 3 millions avec une parcelle. Ça, le hautement social, ça passe par là. Et pour aider les Béninois à sortir de la précarité, le président de la République n'a pas besoin de passer de ménage en ménage pour partager de l'argent. Vous voyez aujourd'hui la pandémie de Covid-19 qui sévit partout. Pour atténuer la crise, les opérateurs économiques ont été appuyés par le gouvernement. Il a promis lors de passation de charge que cette fois-ci ce mandat de 5 ans serait hautement social. Mais les Béninois attendent beaucoup, comme ceux du Bénin profond qui attendent toujours. Bon, c'est vrai que le pouvoir, entre les promesses électorales et les réalités du haut pouvoir, il y a un grand fossé. La gestion du pays, bon, je constate quand même qu'il y a l'asphaltage qui prend encore, il y a les routes qui sont tracées, bon, ça donne une visibilité quand même à la ville économique Cotonou. Bon, mais au-delà de ça, les Béninois attendent beaucoup. Il y a aussi la lutte contre la corruption, bon, qui prend aussi son envol. Mais nous ne voulons pas que ça soit sélectif, que ça touche toutes les couches. On ne peut qu'apprécier un temps soit peu ce qui se passe parce que c'est 100 jours sur 5 ans. Vous voyez, donc ce n'est que le début. Nous avions déjà vu 5 ans passer et ceci vient d'entamer. Et on constate que les réformes ont continué toujours dans le même sens. Et n'oublions pas que malgré qu'il y a les réformes, beaucoup d'autres choses se passent. Et rapidement, en tant que père de la nation, pour le président Patrice Talon, il faut prendre des mesures idoines pour pouvoir corriger le tir. Des agents du secteur de la santé mal intentionnés ont trafiqué des carnets de vaccination contre la COVID-19 il y a quelques jours. Certains ont été présentés au procureur de la République. Un acte que fustige des citoyens suivant leur réaction. La lutte contre la COVID est un enjeu national. Il ne serait pas bien que des citoyens essaient de passer à travers les mailles pour je ne sais quelle raison. Donc à l'évidence, c'est un mauvais comportement qu'il ne faut pas encourager. J'imagine si quelqu'un a été jusqu'à falsifier ce carnet, c'est sûrement qu'il est dans l'obligation de présenter ce carnet quelque part. Et quand on suit un peu l'actualité aujourd'hui, il y a des entreprises qui exigent à leurs employés d'aller se faire vacciner. Alors que bon, la vaccination est d'abord volontaire. Il y en a qui sont réticents, surtout par rapport à cette vaccination pour la Covid. Donc, j'imagine qu'ils ont été contraints ou obligés, n'étant vraiment pas confiants des vaccins, ils ont dû procéder ainsi. Et il s'agit de voir comment mettre des agents vraiment fiables à ces postes
pour que ces carnets ne tombent plus en de mauvaises mains. Là, moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et ces gens-là, il faut veiller à ce qu'on les récupère. Je pense que le Béninois, certains Béninois sont criminels. Et vous ne pouvez pas acheter la mort, comme on le dit. Se vacciner, c'est se faire du bien, c'est se protéger contre la mort. Mais si des gens mal intentionnés se permettent de vendre des cartes pour avoir de l'argent, certains se permettent d'acheter les cartes pour ne pas se faire vacciner, ça veut dire que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Moi, j'ai bien apprécié les autorités qui ont su bien prendre les mesures qu'il faut pour empêcher ceux qui le font de continuer. Il faut sensibiliser, vous qui êtes sur les chaînes de télévision, vous qui êtes sur les radios, sensibiliser. C'est la peur, c'est les intoxications que les gens propagent sur les réseaux publics qui empêchent les gens, qui amènent les gens à ne pas aller se faire vacciner. Et trafiquer un carnet de vaccination, moi je vois que c'est criminel. Parce que soit tu acceptes de faire quelque chose ou soit tu ne fais pas. Et on peut se dire que c'est des gens, même malades, qui veulent contaminer toute une population qui ont eu cette intention. Donc j'ai vu que le chef de l'État ou bien les autorités à ce niveau précis ont pris les mesures justes pour pouvoir corriger le tir. L'actualité hors de nos frontières législatives risquées au Canada pour Justin Trudeau. Les Canadiens sont appelés aux urnes ce lundi à un scrutin anticipé au cours duquel les électeurs pourront offrir un troisième mandat au premier ministre libéral ou préférer l'alternance au pouvoir avec le conservateur modéré Erin O'Toole. Le pari de Justin Trudeau était-il trop ambitieux? À la tête d'un gouvernement minoritaire depuis 2019, le Premier ministre canadien choisit il y a un peu plus d'un mois de dissoudre le Parlement pour déclencher des élections anticipées. Il a alors un objectif en tête, convertir sa majorité relative en majorité absolue afin de pouvoir gouverner comme il l'entend. Je vous demande d'appuyer un gouvernement progressiste et ambitieux, un système de santé fort, du logement abordable, un environnement protégé. Faites-vous entendre. Avançons ensemble. Mais cette stratégie risque de tourner au vinaigre. Incomprise par de nombreux Canadiens, cette dissolution pourrait en fin de compte se retourner contre Trudeau. Au coude à coude dans les sondages avec son principal adversaire conservateur Erin O'Toole, le Premier ministre essuie une pléiade de critiques à propos de son bilan. Accusé notamment de ne pas tenir ses engagements sur le plan environnemental, il a dû faire face à la remise en cause de sa politique dans plusieurs domaines. Dossier afghan, gestion de la pandémie ou encore l'économie du pays. L'économie est en déclin, la confiance des entreprises est en déclin et l'inflation augmente. Les conservateurs du Canada ont un plan pour remédier à cela. Qu'a-t-il fait? Pire que rien, pire. Il a viré dans les attaques personnelles, les vidéos trompeuses divisant les Canadiens à l'américaine, les attaques trompeuses dans une élection qu'il a déclenchée uniquement pour le bien-être du Parti libéral du Canada. Justin Trudeau a eu l'occasion de se défendre à plusieurs reprises. La réalité que M. O'Toole n'a jamais comprise, c'est qu'on ne peut pas avoir une économie forte sans s'attaquer au changement climatique. Et vous demandez comment nous allons convaincre le quart des Canadiens qui ne pensent toujours pas que le changement climatique est réel. M. O'Toole ne peut même pas convaincre ses propres troupes de la réalité du changement climatique, car ils ont voté contre. En convoquant ces élections, l'homme âgé de 49 ans s'expose également à un risque majeur, être contraint d'abandonner son poste de Premier ministre. En Allemagne, il y a une semaine, des élections fédérales, les Verts et les sociaux-démocrates se rapprochent. C'est ce qu'on retient du dernier débat de ce dimanche soir entre les candidats à la chancellerie. Dernière ligne droite dans la course à la chancellerie. Lors du dernier face-à-face médiatique entre les candidats des trois principaux partis, la représentante des Verts a tenu à réaffirmer l'importance du scrutin législatif face aux enjeux de la crise climatique. Je suis pour un véritable changement qui ne fait plus les choses à moitié en matière de protection du climat. Une politique qui place enfin les enfants et les familles au centre et une politique étrangère guidée par les droits de l'homme au cœur de l'Europe. Annalena Baerbock, particulièrement offensive ce dimanche soir, et pas seulement sur la question climatique. L'élu des Verts s'en est pris à plusieurs reprises à son rival de la CDU,
Armin Laschet. Déjà à la traîne dans les sondages, le candidat du parti d'Angela Merkel s'est montré peu convaincant lors de ce troisième et dernier débat télévisé. La véritable décision directionnelle qui est en jeu maintenant est la suivante. Y aura-t-il une alliance rouge-rouge-verte? De nombreuses positions que nous avons entendues aujourd'hui s'accordent également avec le parti de gauche. Ou y aura-t-il un gouvernement dirigé par la bourgeoisie? Telle est la décision et c'est pourquoi je me bats pour que la CDU devienne le parti le plus fort. D'après la presse allemande, cette dernière confrontation a été remportée par Olaf Scholz. Le sociodémocrate n'a pas semblé déstabilisé par les critiques en répondant avec calme et sérénité. Le représentant du SPD ouvre également la porte à une coalition avec les Verts au sein du prochain gouvernement. De nombreux citoyens peuvent imaginer que je serai le prochain chef de gouvernement, le prochain chancelier. Bien sûr, cela fonctionnera mieux si le SPD obtient un très bon résultat. Et par ailleurs, je ne veux pas cacher que je préférerais bien sûr former un gouvernement avec les Verts. Tout reste à faire donc dans la course à la chancellerie. Les derniers sondages donnent Olaf Scholz vainqueur avec 25 à 26% des voix. Armin Laschet remporterait entre 20 et 22% des suffrages, alors qu'Annalena Baerbock se voit attribuer entre 15 et 17% des intentions de vote. Pour autant, selon l'Institut Allensbach, 40% des électeurs allemands ne savent toujours pas pour qui ils voteront le week-end prochain. Et puis, les autorités américaines ont commencé depuis plusieurs jours le rapatriement de centaines de migrants. Plus de 15 000 personnes originaires d'Haïti sont ramassées sous un pont à Texas. Les États-Unis ont également fermé une partie de leur frontière avec le Mexique. Embarqués de force à bord de charters affrétés par le gouvernement américain, méthode inédite depuis près de 20 ans, ils étaient des centaines ce dimanche à retrouver le sol haïtien. Expulsés du Texas, ces migrants n'ont pas eu d'autre choix et dénoncent la brutalité des Américains. Quand nous sommes arrivés aux États-Unis, ils nous ont mis en détention pendant 4 jours. 4 jours sans se brosser les dents, 4 jours sans douche. Tout ce qu'ils nous ont donné, c'est de la nourriture. Regardez comme nous sommes sales. Si on refusait de monter dans l'autocar ou dans l'avion, ils nous enfermaient à l'intérieur d'un autocar le temps qu'on se calme. Certaines femmes ont même été frappées. Ils ont frappé les hommes et les femmes. 3300 migrants ont déjà été transférés du camp de Del Rio au Texas vers des avions ou d'autres centres de détention selon les services de la patrouille frontalière. 3000 des quelques 12 600 migrants restants devraient être déplacés dans la journée de ce lundi. Ces expulsions accélérées ont été rendues possibles par une mesure adoptée à l'occasion de la pandémie de coronavirus par Donald Trump en mars 2020 qui permet de renvoyer immédiatement les migrants en situation irrégulière sans qu'ils puissent demander l'asile. Et pourtant, l'objectif de centaines de migrants haïtiens et africains reste de rejoindre la ville de Ciudad Acuña, dans l'état mexicain de Coahuila, à la frontière du Texas. Une église locale les aiderait à préparer leur demande d'asile. Tôt vendredi matin, ils étaient plus de 500 à descendre des autocars qui les emmenaient vers la ville frontalière de Reynosa, dans l'état de Tamaulipas. Un rêve que seuls les plus chanceux parviennent à réaliser. On a marché, on a couru, et les agents du service d'immigration étaient à nos trousses. Les gens ne sont pas toujours des gens bien. Il y en a aussi qui sont malveillants, et nous avons aussi été escroqués dans certains pays. On nous a également pris notre argent. Nous avons subi beaucoup de malheurs. Une situation alarmante et embarrassante pour le maire de la ville de Del Rio. Je pense que le public doit savoir, au nom de la transparence, ce qui se passe dans la ville de Del Rio, au Texas. Et je pense que la Maison-Blanche doit absolument nous aider à gérer cette situation en temps réel et elle doit dire au peuple américain ce qui se passe à sa frontière sud. L'administration Biden a rappelé de son côté que les frontières américaines n'étaient pas ouvertes aux migrants et tente de décourager de se lancer dans ce voyage périlleux. Depuis l'entrée en fonction du nouveau président américain en janvier dernier, plus d'1 300 000 migrants illégaux ont été interpellés à la frontière avec le Mexique. Un chiffre inédit depuis 20 ans. Et ce sera tout pour ce journal, mais l'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.bene-eden.tv.